semaine du logement accompagné se poursuit avec l'UNAFO, mais après la journée d'hier en présentiel, c'est donc à travers l'écran. Et pour ce premier rendez-vous de la matinée, on vous propose un échange autour de la question des financements pour répondre aux besoins d'accompagnement des résidents. Vous ne serez pas surpris, on va parler beaucoup de la GLS qui, quand elle n'est pas perçue, reste insuffisante à financer les moyens humains nécessaires à l'accompagnement. Et ce ne sont pas les fonds propres des gestionnaires qui peuvent durablement le supporter. En dehors de la GLS, quels financements existent? Quels sont ceux, pourquoi pas, à inventer, voire à mixer pour proposer l'accompagnement nécessaire? 4 intervenants donc à mes côtés ce matin. Sandra Denise, bonjour Sandra. Bonjour. Vous êtes déléguée générale à la commission interministérielle pour le logement des populations immigrées, la CILPI, c'est ça, qui dépend donc de la DIAL. Bertrand de Clémy, bonjour Bertrand. Bonjour Stéphane. Directeur général d'Areli. La carte d'identité d'Areli, je vais la demander d'ailleurs aux autres intervenants. Une association située dans les Hauts-de-France, 2000 logements en propriété et gestion, essentiellement des résidences sociales, plus de la moitié de l'offre. Nous avons également des pensions de famille et du logement locatif aussi, c'est un peu le hasard de l'histoire qui a fait qu'on a transformé du patrimoine. Et on porte également de manière marginale la maîtrise d'ouvrage pour le compte d'autres associations. Donc 2000 logements au total, 7 résidences sociales, un foyer de jeunes travailleurs, 5 pensions de famille et du logement locatif. Très bien, vous connaissez bien votre leçon. Bien. Merci, vous avez révisé. Régis Jeunette, bonjour Régis. Bonjour. Vous êtes directeur du département hébergement et logement d'insertion d'Esperem. Esperem, vous êtes à Paris, c'est ça? C'est ça, Paris. Vous êtes arrivé récemment sur le poste, oui, sur mais poste. Esperem est une association ancienne émanant de la fusion de 2 autres associations de moyenne, Arc-Fog Lafayette et Henri Rollet. Et on intervient sur principalement la protection, la protection de la jeunesse, l'insertion par le logement, l'hébergement, la formation et nous avons aussi un département regroupant des crèches et de la médiation familiale. Très bien, merci. Laurent Vudel, bonjour Laurent. Bonjour. Président d'Eneo, une filiale d'ailleurs de la régie immobilière de la ville de Paris, c'est ça? C'est ça, donc Eneo est une filiale de l'ARIVP qui est une SEM de la ville de Paris. Donc nous, on gère des résidences dans le champ conventionné et non conventionné, à Paris principalement, à peu près 5200 logements aujourd'hui. Pour la part des résidences sociales, c'est à peu près la moitié de notre parc, 35 résidences. Des résidences sociales de tout type, généralistes, pour jeunes actifs, en foyer de jeunes travailleurs, bientôt en pension de famille. Voilà, donc une activité assez diversifiée mais assez concentrée géographiquement. Merci à tous les 4 pour ces présentations. Alors avant d'évoquer les financements, le cadre, d'abord peut-être Bertrand, le cadre réglementaire, quand on parle d'accompagnement social, de gestion locative sociale, de quoi parle-t-on? De quoi parle la réglementation surtout, pour être précis? Alors c'est vrai que la résidence sociale, et on l'a abordé déjà hier, a une certaine élasticité, une certaine plasticité, elle a une vocation qui est effectivement assez polyvalente, mais pour autant c'est important effectivement de revenir aux fondamentaux et au cadre réglementaire auquel s'applique la résidence sociale. Ce cadre de la résidence sociale a finalement assez peu évolué, puisque les résidences sociales ont été créées en 1994, ça fait maintenant... plus de 25 ans, et puis elles ont été installées par une circulaire en 1995, et puis une circulaire en 2006 qui est venue préciser certains points. Depuis, pas d'évolution réglementaire, et cette fonction de la résidence sociale a été définie à travers la gestion locative sociale, qui en fait vise 4 objectifs, et donc c'est la circulaire qui le dit, donc je vais les citer, la régulation de la vie collective au sein de la résidence, la prévention et la gestion des impayés, la lutte contre l'isolement, et la médiation vers les services extérieurs mobilisables pour résoudre les difficultés des résidents. Et c'est peut-être là qu'il y a effectivement... Il y a une notion d'accompagnement déjà, non? Il y a une notion de relais vers les services extérieurs, et c'est effectivement plutôt là où il y a, dans les prochains mois, prochaines années, vraiment à bien repréciser les choses. Donc la gestion locative sociale, clairement, n'est pas une prestation d'accompagnement social qui relève d'autres mesures de financement. Un peu dans ce que vous nous avez dit quand même. Oui, mais je pense que par certains côtés, en tout cas. Voilà, quand on va rentrer dans le détail, vous verrez que les choses sont extrêmement claires. La gestion locative sociale, c'est une mission d'orientation vers le droit commun et pas de prise en charge de l'accompagnement social individuel. Par contre, rien n'empêche un gestionnaire de résidence sociale de s'inscrire dans le droit commun et de réaliser lui-même des prestations d'accompagnement social, mais auquel cas, il ira chercher les bonnes opportunités de financement de cet accompagnement social-là. Et l'accompagnement social, ça recouvre quoi dans votre esprit?
L'accompagnement social, c'est la prise en charge de l'accès aux droits, de l'accès à la santé, des démarches administratives pour accéder au logement, pour s'insérer en matière d'activité économique, mais c'est vraiment mettre les mains dans le cambouis administratif. Et effectivement, c'est la vocation de financement spécifique et d'opérateurs spécifiques, et notamment les services extérieurs que sont les services du CCAS, les services du département, voire les opérateurs associatifs qui se positionnent sur le champ de l'accompagnement social individuel par le biais du Fonds de solidarité logement ou du dispositif accompagné vers et dans le logement. Un complément, Laurent, ou pas? Parce qu'il y a du R3. Non, enfin, voilà. On est d'accord sur la différence entre finalement la gestion locative sociale, qui est le métier du gestionnaire en tant que tel, qui est plutôt un métier, moi je le distingue assez simplement, finalement un métier de personnel qui n'ont pas de qualification dans le travail social. Alors certains d'entre eux peuvent en avoir historiquement et être venus au logement accompagné, mais en tout cas c'est pas un prérequis pour pouvoir faire ce métier de gestion locative sociale, qui est avant tout un métier, on va dire, d'une forme d'écoute bienveillante, d'orientation, de résolution des petites difficultés administratives du quotidien, voilà, et qu'on distingue vraiment de la prestation d'accompagnement qu'on pourra détailler tout à l'heure et qui, elle, est effectivement réalisée par des professionnels du travail social. Juste pour qu'on comprenne, parce qu'on va parler des financements, qu'est-ce qui finance quoi finalement? Donc l'AGLS, elle est versée par qui et elle est censée payer quoi, Bertrand? Alors l'AGLS a été créée en 2000, donc ça fait maintenant 20 ans. Elle n'a quasiment jamais été revalorisée. Donc c'était un système de financement, de subvention versé en fonction de la capacité de la résidence. Pour une résidence de moins de 50 logements, c'est 12 200 € pour être précis. De 50 à 100 logements, on est à combien? On est à 20 400 et plus de 100 logements, 25 000. Il est dans les bons chiffres. Oui, mais effectivement, je pense que c'est quand même important ces chiffres, parce que derrière, il y a effectivement une capacité à faire ou à ne pas faire. Et donc, si on ramène effectivement ce financement d'aide à la gestion locative pour assurer l'orientation, une gestion locative bienveillante, comme l'a dit Laurent. Dans les attributions qui sont les vôtres et que vous avez rappelées tout à l'heure. Bien sûr, eh bien ça représente approximativement 60 centimes d'euros par jour et par personne logée, alors que comparativement à la pension de famille, c'est 18 € par jour et par logement, et par extension au centre d'hébergement de réinsertion sociale, c'est en moyenne un peu plus de 45 € par jour et par logement, sachant que c'est un élément comparatif, mais évidemment les missions sont très différentes. Et l'accompagnement social, lui, n'est pas, cet AGLS n'est pas censé financer l'accompagnement social. Absolument, tout à fait. Ça, c'est vous qui vous débrouillez, si je peux dire. Bien sûr, alors on y viendra certainement après, mais on l'a dit, le cadre réglementaire a très peu évolué. Les missions dédiées et dévolues aux gestionnaires de résidence sociale ont très peu évolué. Pour autant, le public que nous logeons a beaucoup, lui, évolué depuis 20 ans. Et donc on se retrouve aujourd'hui dans un décalage entre ce qui nous est demandé, ce qui vous est versé, les problématiques qu'on a à accompagner, et effectivement le financement qui aujourd'hui n'est pas à la hauteur des missions réalisées par la très grande majorité des gestionnaires de résidence sociale. Pourquoi d'ailleurs ce différentiel, Sandra, entre les pensions de famille, les résidences sociales, le 18 €, le 60 centimes, qu'est-ce qui l'explique en fait? Oui, exactement. Les missions ne sont pas du tout les mêmes entre ce qui est attendu en résidence sociale et ce qui est attendu par exemple en pension de famille. Comme on l'a dit, en résidence sociale, on est sur de la coordination de droit commun. L'objectif est de permettre aux résidents d'arriver vers de l'autonomie. Et on attend plus, on va dire, du gestionnaire de résidence de réussir à fédérer toutes les énergies qui existent au niveau du territoire, voilà, plutôt que d'accompagner individuellement le résident. Mais il faut quand même des hommes et des femmes pour l'animer, ce réseau, enfin pour le créer. Ah, tout à fait, tout à fait. Et c'est pour cela, oui, bien sûr. Mais si on revient peut-être à l'origine de la création d'une résidence sociale, ce qui est demandé, c'est de bien connaître le territoire, de bien savoir où on peut retrouver les ressources d'accompagnement pour ensuite créer ce projet ensemble, parce qu'en fait le gestionnaire n'est pas seul et c'est pas une personne qui crée une structure qui est distincte en fait du territoire.
Voilà, et donc c'est un projet commun avec les collectivités locales, avec l'État bien évidemment, avec les associations qui existent aussi autour, pour créer cette résidence sociale et donc amener les résidents vers de l'autonomie. Donc je suis vraiment sur la fédération et de la coordination. Aujourd'hui, quel est le montant global national du financement des résidences sociales? La GLS, c'est combien aujourd'hui? Alors, la GLS, normalement, ce qui est voté en fait par le Parlement est de 28 millions d'euros. 26 millions d'euros, pardon. Donc vous le savez, l'UNAFO a fait une étude, on peut en témoigner, sur ce qui était réellement versé sur ces 28 millions. Le chiffre de l'UNAFO, c'est combien? 18,9 millions sur 28. Sur 26 budgétés, alors que théoriquement, si l'ensemble de la GLS devait être versé, a priori, on devrait être plutôt aux alentours de 29 à 30 millions. Sandra, et vous avez fait une contre-étude. Alors, ce n'est pas une contre-étude. Je veux dire, c'est une étude complémentaire, parce que l'étude de l'UNAFO... Ça veut dire que vous n'y croyez pas au chiffre au départ? Vous étiez un peu sceptique ou pas? Pas du tout, c'est pas ça. C'est simplement que cette étude était basée, on va dire, sur les adhérents de l'UNAFO. Ah oui, d'accord. Et nous souhaitions une étude qui soit nationale. Les résultats de notre étude ont corroboré les résultats donnés par l'UNAFO. C'est les mêmes chiffres ou pas? Alors, ce sont des chiffres similaires, voilà. Mais encore. Et donc, on est à peu près de toutes les façons dans la même fourchette. Il manque 10 millions à peu près, on va dire. Oui, mais ce qui était surtout important, c'était de voir la mécanique budgétaire. Parce que être d'accord sur le fait qu'entre ce qui est voté et ce qui est réellement exécuté, c'est différent. Il faut savoir exactement où est, je ne vais pas dire la perte, mais en tout cas la réallocation. En tout cas, expliquez-nous justement, ces 28 millions, vous, l'État, vous les versez à qui? Et qui les répartit ensuite? Voilà. Alors en fait, ces 26 millions viennent du programme 177, sont ensuite répercutés au niveau des préfectures. D'accord. Voilà. Qui ensuite les répercute au niveau des départements. Donc vous voyez, il y a donc il y a des échelons qui font que chaque échelon a ses priorités, que ce soit en hébergement, que ce soit en accompagnement. Voilà. Et à chaque relais, évidemment, il peut y avoir du coup certaines... alors je ne vais pas dire de la perte, mais de la réallocation en tout cas de crédit. Et donc notre objectif, ça a été de bien connaître cette mécanique budgétaire pour pouvoir ensuite réallouer. Alors, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Donc, il a fallu faire des dialogues budgétaires avec chaque échelon, voilà, pour comprendre un petit peu le pourquoi, en fait, pourquoi on a réalloué, et ensuite pouvoir retravailler pour revenir vers l'exécution totale de l'enveloppe. Vous avez fait un traçage de suivi budgétaire. Exactement. Donc c'est versé, donc les préfets, eux, versent ce qui doit être versé au département. Donc c'est au niveau des départements que les allocations ne se font pas Alors, je ne vais pas dire que c'est au niveau des départements que ça ne se fait pas, puisqu'en fait, chaque préfet, en fonction de sa situation, on a parlé de territoire. Donc les territoires ont des situations différentes, des urgences différentes, et le préfet donc donne ses orientations. Alors, on ne va pas pouvoir distinguer à un point où ça ne se fait pas, parce que c'est assez, comment dire, oui, non, on n'est pas là-dessus. On n'est pas là pour pointer du doigt, parce que l'objectif, c'est vraiment de répondre à la situation du territoire. Bertrand, juste. Oui, simplement un rebond, et au-delà d'avoir effectivement fait tourner la calculatrice et avoir abouti à des chiffres très théoriques, l'Union en fait a réalisé aussi, et tous les ans elle réalise cette enquête auprès des adhérents, et il en est quand même ressorti que 25% des départements n'ont pas versé la GLS. C'est quand même très représentatif. Donc, quand vous dites pas versé, c'est zéro. Oui. 25% sans versement de la totalité de la GLS. 15% des résidences sociales n'ont reçu aucune AGLS en 2020. Et moins de 40% des résidences sociales ont reçu le montant de la GLS tel que prévu par la circulaire 2013. Donc c'est comme là, c'est du pratico-pratique. Donc là, c'est quoi? On tape pas sur les doigts des départements, on fait quoi en fait alors en fait, déjà, on analyse pourquoi on arrive à cette situation. Ce que nous avons vu, en fait, c'est que souvent, ce sont des budgets qui sont renouvelés d'année en année, sans réel diagnostic en fait territorial. Voilà. Donc, ce qui fait qu'une situation en l'année N se reproduit à l'année N+1. Donc, notre objectif, justement, ça a été de sensibiliser et les départements et les régions sur le fait que, évidemment, il y a plus de RS, on va dire, voilà, en 10 ans, et que ces nouvelles résidences sociales doivent aussi avoir de la GLS. Mais
on arrive tout de suite à la notion qui est, ok, est-ce qu'on donne la GLS la même chose à tout le monde? Comment on évalue le besoin réel? Comment on évalue le besoin du public lui-même? Parce qu'en fait, on est quand même assez, alors je ne vais pas dire avec, mais en tout cas, il nous manque des données sur le besoin d'accompagnement du public. Après, mais juste j'insiste sur le... Parce que en fait, les départements aujourd'hui, s'ils ne donnent pas cet argent aux résidences sociales, c'est qu'eux, ils l'utilisent évidemment pour d'autres missions. Donc si vous leur enlevez ce qu'ils donnent, vous allez déshabiller Pierre pour habiller Paul ou l'inverse. C'est quoi la solution pour que finalement les 26 millions soient alloués et que des résidences sociales qui ne touchent rien les touchent réellement? Et alors c'est pour ça que ce n'est pas si simple et qu'on se donne 2 ans. Hein, 2 ans. Voilà, on se donne 2 ans pour pouvoir attribuer vraiment au niveau du territoire les 26 millions d'euros. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous faisons des dialogues de gestion pour bien définir en fait quels sont les éventuels manques et comment ensuite y répondre. En attendant, il faut qu'ils se débrouillent, ceux qui ne touchent rien. Alors je pense à l'Île-de-France parce que Laurent, vous êtes sur un territoire où elle est quand même extrêmement peu versée, l'Île-de-France. Oui, pardon. Vous, par exemple, vous avez touché combien en proportion? Ouais, je vais vous redonner les chiffres, mais je pense qu'effectivement, nous, on est un peu victime, finalement, d'une manière très paradoxale, d'une politique de développement de l'offre de résidence sociale qui a été très forte à Paris, avec une ville qui a pris la délégation des aides à la pierre, qui a choisi d'aller fermement réaliser le plan de traitement des foyers de travailleurs migrants. Et je pense que par rapport à la situation initiale, c'est aujourd'hui la collectivité qui s'en sort le mieux et qui a également choisi de continuer à développer les autres dispositifs en parallèle, notamment résidence sociale jeunes actifs, foyer de jeunes travailleurs, résidence sociale généraliste, hors plan de traitement, ce qui est maintenant presque devenu une exception dans le paysage national. Voilà. Et finalement, l'ensemble de cette production a été très accompagné par les financements à l'investissement, mais l'État n'a clairement pas du tout suivi dans la question des financements au titre de la subvention. Si je prends juste notre cas propre, on est, je pense, assez représentatif de la situation parisienne. Aujourd'hui, jusqu'à il y a 2 ans, on touchait moins de 20% de l'enveloppe à laquelle on avait droit au titre de la GLS, c'est-à-dire qu'on avait droit environ à 600 000 euros, on en touchait un peu plus de 100 000, vous voyez, donc c'était 500 000 euros qu'on ne touchait pas. Je dois avouer au crédit des services de l'État qu'ayant fait état de cette situation-là, on a eu un léger rattrapage sur les 2 dernières années. On est aujourd'hui à 29% de l'enveloppe à laquelle on pourrait avoir droit. Voilà, on a gagné 70 000 euros, mais vous voyez, on est encore très très loin. Ces 29% que vous n'avez pas, comment vous faites? Alors les 29%, c'est ce qu'on a. Oui, ce que vous avez. Voilà. Donc c'est vos fonds propres qui prennent leur relais? Alors en fait, aujourd'hui, effectivement, c'est dans l'équilibre des résidences. À nouveau, comme on a un parc plutôt récent, aujourd'hui, c'est un parc sur lequel on a peut-être un peu moins d'obligations d'entretien. Donc je dirais que pour l'instant, on arrive à tenir en ayant rééquilibré à l'intérieur des comptes de gestion. Ce qu'on n'a pas à dépenser en travaux dans les résidences, on peut l'affecter en personnel. Nous, la GLS, elle finance vraiment principalement du personnel de proximité dédié à cette médiation à l'intérieur des résidences et à cet accueil des résidents. Alors aujourd'hui, c'est un peu difficile parce que je vous disais qu'on a du parc très très différent, mais on va dire qu'un pôle de gestion chez nous qui regroupe à peu près 200 logements, il a un directeur à temps plein, cadre, il a un assistant ou un adjoint en fonction de la nature des locaux, mais si on est en résidence sociale, c'est plutôt un adjoint, agent de maîtrise, et il va avoir normalement un autre TP d'accueil, plus sur un certain nombre de situations particulières, notamment dans des quartiers un peu plus difficiles que d'autres en termes d'environnement, des postes de réceptionnistes en soirée ou de veilleurs. Voilà, un ETP pour 50 à 60 logements. Si vous perceviez la GLS en totalité, vous feriez quoi avec? Vous voyez, si on gagne 400 000 euros en nombre de postes, notamment de postes de médiation, ça nous permet de rajouter, je sais pas, 6, 7, 8 postes à l'intérieur de nos résidences. D'accord. Et en termes d'efficacité de votre mission, ça change beaucoup? Alors, en fait, je crois que ce sur quoi on est très reconnu à l'intérieur des résidences sociales, ce que nous renvoient beaucoup les résidents, c'est vraiment cette proximité quotidienne. Voilà. Et je pense que c'est quand même ce qui fait une grande différence avec les autres dispositifs de logement, c'est que finalement, dans la résidence sociale, quand on rentre, quand on sort, quand on a une difficulté, on a quelqu'un dans un bureau au pied de l'immeuble qui est capable
de traiter l'ensemble de vos difficultés. Et nous, on est sur un modèle très déconcentré, dans laquelle, je le disais, nos directeurs de résidence sont vraiment au sein des immeubles et en capacité de traiter la totalité des sujets que peuvent rencontrer les résidents, des sujets administratifs, des sujets locatifs, des sujets techniques et ces sujets d'orientation vers les différents services. Voilà, c'est vraiment cette proximité très forte qui nous est reconnue et qu'on souhaite pouvoir développer au travers de ces financements de gestion locative sociale. Bertrand, quand vous la touchez, cette GLS, vous êtes déjà content. Et pour autant, est-ce qu'elle couvre tous vos besoins? Ça finance quoi précisément? Alors, effectivement, il n'y a pas de trop de chiffres. Non, le premier enjeu, effectivement, c'est que cette AGLS historique, inscrite dans la circulaire de 2013, effectivement, puisse bénéficier à tous les gestionnaires qui font ce métier de coordination vers le droit commun. C'est effectivement le minimum attendu par les gestionnaires. Dans les Hauts-de-France et dans le Nord en particulier, puisqu'on nous on travaille dans le Nord, on est assez bien loti de ce point de vue-là, puisqu'on a la totalité de la GLS de base, entre guillemets. Sauf que le défi, en fait, c'est aujourd'hui de faire face, en fait, à la totalité des problématiques gérées par notre public nouveau, puisque le public d'origine n'est plus celui d'aujourd'hui. Le public d'origine est aujourd'hui minoritaire. Quand il s'agissait d'avoir transformé une résidence, un foyer de travailleurs migrants, en résidence sociale il y a 15 ou 20 ans, eh bien, ce public d'origine est aujourd'hui minoritaire. Il nécessite un accompagnement spécifique, notamment lié au vieillissement. Et puis, au fur et à mesure, un nouveau public a pris place dans la résidence, avec un certain nombre de difficultés sociales. Et là également, l'UNAFO a réalisé, comme tous les ans, une enquête auprès de ses adhérents pour savoir qui était logé en résidence sociale. Arélie elle-même, notre association, a réalisé une étude sociologique en 2015 pour savoir qui habitait au sein de nos résidences sociales et comment la résidence sociale d'Arélie impactait positivement le parcours des personnes logées. Parce qu'on a toujours en tête, effectivement, cette performance sociale, cette utilité sociale. Et dans notre étude sociologique, il apparaissait que 73% des personnes logées avant de rentrer en résidence sociale étaient issues soit de la rue, soit des structures d'hébergement ou hébergées par des tiers. Et 74% des résidents étaient bénéficiaires des minima sociaux, donc RSA et AH. Donc on peut dire aujourd'hui que la résidence sociale, elle a clairement pris sa place dans la politique du logement d'abord. On a aujourd'hui un public qui est reconnu prioritaire. Et son utilité n'est pas approuvée. Et donc de ce fait-là aussi, et mécaniquement, depuis des années, les gestionnaires ont eu à faire face à cette montée en charge de la coordination sociale. Et c'est outillé par la force des choses. Quand effectivement Laurent évoque les moyens déployés au sein de Dénéo, nous pour 100 logements, c'est 1,6 ETP de gestionnaire locatif social. La GLS, 60 centimes par jour par logement, ça représente moins de la moitié d'un poste de gestionnaire locatif social. Donc il y a un ETP qui aujourd'hui n'est pas financé. Et pour revenir à ta question, Stéphane, sur qu'est-ce qu'on ferait d'eux, nous aujourd'hui, clairement, il y a une anomalie, parce que ce sous-financement de la coordination sociale, aujourd'hui, elle est de fait financée en partie par la redevance et en partie par les fonds propres de l'association. On se doute bien que dans le modèle économique que connaît la résidence sociale... L'équation n'est pas tenable. C'est pas tenable. Moi, ça fait 13 ans que je suis tombé dans la marmite du logement accompagné. Il y a 10 ans, la question du modèle économique de la résidence sociale et le sous-financement de la GLS était déjà prégnante et c'était une préoccupation du secteur. On avait déjà, en 2010, réalisé une étude là-dessus avec l'UNAFO. Il y a 5 ans, c'est devenu une difficulté. Aujourd'hui, clairement, pour nous, gestionnaires, c'est une problématique. Sandra, vous voulez répondre avant que on écoute Régis et puis je vous donne la parole après? Comme vous souhaitez. Vous voulez répondre à Bertrand? Voilà, juste pour dire que de toutes les façons, l'État est bien conscient de cette situation. C'est pour ça d'ailleurs que la ministre Emmanuelle Wargon a bien inscrit dans la feuille de route de refondre la GLS pour avoir peut-être de nouveaux critères. Là, on parle, on va dire, montant de la GLS. Est-ce que ça suffira? Moi, je pense que ce n'est peut-être pas le seul levier pour aider les gestionnaires, mais peut-être qu'il faut retravailler aux critères d'attribution, retravailler un petit peu à cette fonction d'AGLS,
clarifier les choses, parce que on voit, hein, vous posez beaucoup de questions sur mais qu'est-ce que ça finance, mais est-ce que ça suffit, mais peut-être que ça serait bien de retravailler un petit peu cette circulaire qui date de 2013. Donc vous avez parlé d'évolution du public, évidemment il faut que nous aussi de notre côté nous nous adaptons. Mais c'était juste voilà, pour dire que nous étions bien conscients. Et on va y revenir sur l'accompagnement, et faut-il effectivement conditionner à la qualité de l'accompagnement? C'est une vraie question. D'ailleurs, ça agite un peu le chat, parce qu'il y a des gens qui disent non, surtout pas d'AGLS lié à l'accompagnement. On y reviendra dans un instant. Régis, je rappelle que vous êtes directeur département hébergement et logement d'insertion donc chez SPRM. Vos prestations, donc c'est et de l'accompagnement social et de la gestion locative sociale. Vous êtes arrivé il y a 6 mois à votre poste. C'est intéressant d'avoir un peu votre rapport d'étonnement sur ce qui se passe, sur ce que vous avez découvert et sur ce qu'on est en train de se dire là. Alors c'est vrai qu'arrivé il y a 6 mois, dans l'écosystème un peu des produits, on va dire, enfin des types de dispositifs, c'est vrai que la résidence sociale face au financement du CHRS, au financement du Solibail même, ou de la VDL, c'est vrai que c'est un peu court. Hein. Par rapport aux autres produits qui existent, développé, c'est vrai que c'est un peu court. SPRM a une organisation intéressante, c'est une sorte d'hybridation, c'est-à-dire qu'on est en capacité, on gère des résidences en direct. Donc on a la GLS, on est à peu près, je crois, de mémoire 100% de financement de la GLS. Ce qui veut dire quoi, par rapport à Néo, mais même si on reçoit 100%, c'est court quand même. C'est court parce que 12 000 et quelques euros, on ne fait pas grand-chose avec ça. Et donc on intervient dans des autres structures comme prestataire d'accompagnement social, ce qui permet d'une plasticité qui a été évoquée en début. Ça passe pas par la mutualisation chez vous aussi? Ça passe par des mutualisations effectivement de postes, sur les postes un peu techniques, GL ou encadrement, parce qu'on oublie aussi qu'il y a un encadrement à avoir, parce que pour fédérer, effectivement ces forces qui existent, il faut qu'il y ait une connaissance du ça veut dire territoire. Régis, qu'il y a un poste par exemple pour 3 résidences sociales. Ça peut arriver, ça? Une personne non, ça ne permet pas ça, mais on y arrive par effectivement aussi une structuration autour des pensions de famille. C'est-à-dire qu'en fait, pour structurer, on a structuré un budget et une équipe. C'est vrai qu'on mixe entre pension de famille, résidence sociale en gestion directe et accompagnement. C'est un peu de la débrouille ce que vous me racontez là, non? Oui, c'est très intéressant intellectuellement pour monter ça, mais oui, effectivement, on peut pas, techniquement, SPRM ne pourrait pas séparer les résidences juste en gestion tout seul. Elle serait tombée et effectivement, on n'a pas passé le Rubicon, on va dire, ou la barrière de passer sur des fonds propres ou d'impacter les usagers. C'est indépendant de la taille, le montant indépendant de la taille du nombre de logements. Si vous avez donné, il y a des fourchettes, c'est ça, Bertrand? C'est des plafonds, c'est ça. Des plafonds, c'est ça. Donc on est sur Paris, sur des petites résidences sociales. Mais que vous ayez 20 logements ou 40, c'est pareil. C'est pareil, tout à fait. Sauf que le travail n'est pas le même. Bien sûr. Oui. Moi j'ai entendu fédérer, effectivement, mais j'ai entendu aussi sur la gestion de la proximité. Et c'est important, cette proximité d'accompagnement, parce qu'on parlera peut-être après, mais des réservataires qui influent énormément. C'est quoi les réservataires, pardon? Ça peut être le SIAO, ça peut être la ville. Mais vous imaginez qu'effectivement, un réservataire comme le SIAO, qui est entre guillemets la fer de lance qui est face aux évolutions, qui est la première structure face aux évolutions du secteur, c'est sûr que quand on a ce réservataire, on a directement les évolutions. Dans le sens où il bloque des places, c'est ça en fait. Il nous oriente. Il attribue c'est d'ailleurs effectivement, il attribue les candidats. Donc nous aussi, on a une procédure d'admission, mais effectivement, le SIAO est important, c'est un acteur, c'est un partenaire, et on joue le jeu avec. Par exemple, si vous avez un salarié qui est absent, vous faites comment pour le remplacer? Pour le financer? Pour le financer, alors sur un salarié absent, c'est un peu casse-tête. Oui, c'est un peu casse-tête. Souvent, souvent c'est de petites équipes, donc c'est souvent 1, 2 ou 3, donc c'est souvent le cadre
financé sur des fonds mutualisés, qui prend le relais, sachant qu'en gros, la GLS, sur 12 000 €, vous financez le logiciel de facturation. Donc en fait, vous investissez dans le logiciel de facturation. Donc tout le process de facturation, mais l'entretien et tout ça, c'est dur, surtout sur des structures vieillissantes. Parce qu'effectivement, on a des résidences sociales qui ont un certain âge et qu'il faut entretenir et investir. Il faut investir. Oui, en rebond sur ce que vient de dire Régis, et on voit qu'on commence déjà à se projeter dans des propositions. Hein. C'est le propre de... Parce qu'en fait, ce que vous demandez dans les 12 propositions pour le logement accompagné, que je montre là, que vous trouvez évidemment sur le site de l'UNAFO, vous dites, il faut revaloriser la GLS, et vous y allez par Claude Dacuyer, 26 à 35 millions. Oui. Non, je vous taquine, mais on a bien senti effectivement qu'il fallait plus. Oui, alors c'est pas simplement, là pour le coup, une question de calculatrice, évidemment, à la fin, il faudra bien voir la faisabilité, mais sur ce que disait Régis, effectivement, et tu rebondissais là-dessus également, aujourd'hui on a des tranches en fait de nombre de logements. Il y a peut-être déjà une notion de progressivité peut-être à réfléchir, puisque l'accompagnement évidemment n'est pas le même, enfin la gestion locative sociale, pas l'accompagnement. La gestion locative sociale n'est pas la même si on a effectivement 50 ou 100 logements alors qu'on a la même AGLS. Il y a peut-être déjà une première réflexion à mener là-dessus, comme aujourd'hui c'est tombé dans le droit commun pour la pension de famille. La pension de famille aujourd'hui c'est un forfait jour par logement. Donc c'est une première proposition. Une deuxième serait certainement de moduler aussi l'intensité de la coordination sociale. Il y a des projets sociaux dans des résidences sociales qui assure une gestion locative sociale telle qu'elle est décrite en 2013, dans le circulaire 2013, et qui, à ce titre-là, doit pouvoir bénéficier du montant basé également sur la circulaire 2013. Comme je l'évoquais, compte tenu de la montée en charge des problématiques du public, et compte tenu aussi que les projets sociaux peuvent être à destination de publics encore plus en difficulté que ce que géraient initialement les situations des gestionnaires il y a 20 ans, on pourrait peut-être introduire une notion d'AGLS renforcée, qui là serait à mon avis plus aux alentours des 2 €, 2,20 € par jour et par logement, 60 centimes, pour avoir les moyens en fait de réaliser cette gestion locative sociale. Donc l'équation économique budgétaire n'est pas simplement de multiplier, il y a peut-être à nuancer, d'avoir une progressivité peut-être plus grande et peut-être de nuancer l'aide en fonction de la puissance de la gestion locative sociale. Et évidemment que si une AGLS renforcée devait effectivement voir le jour, je l'ai dit être confirmée, voir le jour déjà, voir le jour serait bien et confirmé serait encore mieux, évidemment que ça doit s'adosser à des critères, à une évaluation de la performance sociale. Et vous y êtes prêt. Complètement, et on y est tellement prêt qu'on l'applique déjà aujourd'hui. On rappelle quand même que l'UNAFO, fin 2019, a fait une publication sur l'utilité sociale de l'offre du logement accompagné. Et c'était pas des on-dit, c'était pas du déclaratif, c'était méthodologique, et c'était même presque scientifique. Donc on est culturellement très attaché à cette performance sociale, et on n'est pas du tout effrayé, si effectivement il y avait une aide à la gestion locative sociale renforcée, de rendre des comptes sur ce que ça produit. Oui, moi je voudrais compléter ça. En fait, ces comptes, on les rend déjà aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au titre des obligations qu'on a dans nos conventions APL, on a l'obligation de faire un retour vers le préfet chaque année de l'ensemble des dispositifs qu'on gère. Donc on explique à qui on attribue, on explique où vont les résidents qui nous quittent et dans quelle mesure ils peuvent accéder à des logements sociaux notamment, etc., etc. Voilà, on a l'habitude de dire un peu trivialement que l'ensemble de ces rapports qu'on produit chaque année, ils vont caler des armoires au sein des services de l'État. Mais en fait, c'est quand même terrible, parce que finalement, vous nous dites il faut qu'on sache mieux ce qui se passe à l'intérieur des résidences sociales. Nous, ça fait des années qu'on indique qu'on est prêt à organiser ce reporting. Je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même admettre que personne dans les services de l'État, en tout cas moi c'est mon expérience, n'est en mesure de pouvoir s'en saisir et de pouvoir comprendre ces chiffres qu'on produit. On sait que les services de l'État ont été extrêmement affaiblis pendant des années, et aujourd'hui malheureusement
je dirais que toutes les données qu'on peut produire, le problème c'est plutôt que l'État soit capable de les analyser. Le problème il n'est pas du tout, et je rejoins Bertrand, dans la production de ces données qu'on fait chaque année très classiquement. Pourquoi tout à l'heure Sandra, effectivement, vous sous-entendiez que les données n'étaient pas suffisantes de votre point de vue? Oui, alors non pas qu'elles ne sont pas suffisantes, mais en tout cas qu'elles ne sont pas harmonisées au niveau du territoire. Et c'est pour cela que dans le cadre des groupes de travail, nous sommes en train de construire une grille de reporting. Voilà. Ce qui est pas bête, en principe, en même temps. Non, enfin, vraiment... Ça fait très longtemps qu'on milite pour le fait que la grille soit harmonisée, justement, parce qu'aujourd'hui, on fait tous des reportings différents et on a du mal à sommer les choses sur le territoire. Sandra, je vous laisse poursuivre, pardon. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les données sont là, mais ensuite, pour les harmoniser, c'est assez compliqué. Faire une grille de reporting, donc on a déjà commencé à travailler ensemble avec les têtes de réseau là-dessus. Alors, c'est pas si simple que ça, puisqu'il faut être d'accord sur les critères, on va dire, à minima. Et ensuite, ce qu'on pourrait un petit peu extrapoler, sachant qu'il ne faut pas surcharger du coup de travail administratif les responsables de résidence qui en ont déjà suffisamment. Donc c'est presque un travail de dentelle, il nous faut juste un petit peu de temps pour que nous arrivions à un accord. Vous êtes fixé une échéance pour que cette grille soit publiée? Alors, la feuille de route est parue en mai. Voilà, nous nous sommes dit que sur une année et demie, tout devait être produit. Donc on est dans ce calendrier-là. Fin 2022. Voilà. Sur la question, pardon, oui Bertrand. Je confirme simplement effectivement que c'est vrai que pendant de nombreuses années, il y a un certain immobilisme sur la question de la gestion locative sociale et l'AGLS. Mais la feuille de route est un bon signe. Clairement, clairement. Et effectivement, c'est quasiment tous les mois, on a l'occasion de se réunir autour de l'écran en ce moment, Covid obligeant, pour travailler sur tous ces sujets-là, sur cette harmonisation des bilans AGLS, sur les remontées d'informations. Et on a vraiment à cœur, effectivement, de collaborer. Cette remontée d'informations centralisée, ça nous permettra, nous aussi, en tant qu'Union, d'avoir aussi une matière beaucoup plus exploitable aussi que de l'addition de bilans qui sont très différents d'un gestionnaire à l'autre. Donc, là, je reviens juste sur les questions de nombre de logements. Je fais une parenthèse, parce je vous rappelle que vous pouvez évidemment nous poser vos questions et je les transmettrai au fur et à mesure à nos intervenants. Il y en a déjà un certain nombre qu'on posera tout à l'heure. Oui pour la progressivité, oui au forfait jour par logement. Nous avons 180 logements et un financement qui est bloqué à 100 logements. C'est ça. C'est oui, tout à fait. C'est pour ça que nous parlons justement de modéliser un petit peu cela. Il faut se remettre quand même dans le contexte de 2013. Donc voilà, c'était déjà une très bonne chose de plafonner. Maintenant, on se rend compte en effet que ça ne correspond plus aux besoins et à la situation. Sur la question de la revalorisation dont parlait Bertrand et cette demande de l'UNAFO de passer de 26 à 35 millions sur la GLS, j'ai ressenti un peu tout à l'heure dans vos propos que c'était plutôt une fin de non-recevoir et que vous disiez, vous sous-entendiez, déjà on va optimiser ce qu'on a. Alors d'une part, déjà on va optimiser ce que l'on a, tout à fait. Et ensuite, on va travailler déjà sur le process et revoir, que ce soit les plafonds, que ce soit les conditions d'octroi. Je pense qu'avant de mettre de l'argent au pot, il faut peut-être retravailler un petit peu les critères d'attribution ensemble pour justement s'adapter à une évolution des situations, des publics et des façons de faire. Enfin, juste pour rebondir là-dessus, nous, notre demande au niveau de l'UNAFO, elle n'est clairement pas qu'on mette des critères à la GLS. C'est justement tout l'inverse. C'est-à-dire que notre demande, c'est que la GLS devienne une aide de droit, exactement comme les 18 € en pension de famille, et que justement on sorte de cette espèce de marchandage en mode on vous fixe des critères, il faut faire ceci, cela, etc. Aujourd'hui, il y a une circulaire qui fixe que c'est la GLS, qu'on vienne ensuite nous contrôler, mais vous savez, pour ça, on a des tas de missions de contrôle, notamment l'Ancols, qui viendra bien vérifier le travail qu'on fait sur les résidences, et on est tout à fait prêt, comme on l'a dit, au dialogue de gestion, pas au dialogue de gestion, parce que je crois que c'est un terme médico-social, mais à faire le reporting et à expliquer chaque année, et on le fait déjà, je le disais dans nos rapports d'activité, ce travail qu'on mène en gestion locative sociale, mais clairement, aujourd'hui, notre demande, c'est qu'on perçoive 100% de la GLS d'une manière tout à fait automatique d'une année sur l'autre. Il faut quand même avoir en tête que ce qu'on se disait, cette AGLS, elle finance principalement des postes. Donc derrière les postes, vous savez, ce n'est pas des postes dont on peut disposer et sur lesquels on va dire cette année, j'ai pas eu la GLS, désolé, on se sépare de vous. Donc clairement, il faut qu'on soit sur des perspectives tout à fait pluriannuelles sur ce sujet. Régis, votre regard ? Sur la GLS, oui, effectivement, comme je vous l'ai dit, on est un peu
On est un peu c'est court, quoi. Et c'est vrai que ça montre aussi que faut comprendre aussi qu'effectivement, il y a sur l'accompagnement social, allons-y, sur l'accompagnement, parlons-en. Ouais. L'accompagnement social est bien effectivement sur du droit commun type ASL ou AVDL, mais faut voir que ASL, AVDL, pardon, parce que je suis pas accompagnement vert est dans le logement, et l'ASLL, accompagnement social lié au logement. Grosso modo, c'est le financeur qui n'est pas le même, quoi. Il y a le FSL d'un côté, donc département, et l'ADRIL à travers l'État pour la VDL. Et donc en fait, effectivement, les gestionnaires locatifs sont présents, il y a cette proximité, ils sont là, c'est la porte d'entrée pour les usagers qui vivent, et ils sont, je pense, au vu des besoins des personnes qu'on accompagne face à énormément de demandes. Et face à ces demandes, je pense que les moyens sur lesquels on est financé, le fait juste de dire que c'est d'un gestionnaire locatif social, il y a quand même le mot social, je pense qu'on ne répond pas. Parce qu'il faut voir que si on met une personne, pas forcément à temps plein, sur une résidence de 100 personnes, quand il arrive, c'est appel d'air, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai pas compris la redevance. J'ai un partir du moment où il rentre, l'accompagnement il commence, quoi. En fait. On peut pas ne pas en faire. On peut pas imperméabiliser. Voilà, c'est perméable forcément parce que l'accompagnement, tout le monde y participe. Même, je pense, qu'un cadre participe à l'accompagnement. Parce que sur la reprise, sur ne serait-ce que le bonjour, effectivement. Donc on arrive sur ce sens un peu large de l'accompagnement qui peut être effectivement bien rentré dans des cases, mais il faut que ces cases prennent en compte que on est sur de l'humain et que le facteur humain, des fois, c'est ça aussi. Sauf que la redevance ne sert pas à payer, la redevance payée par les occupants ne sert pas à financer l'accompagnement social. Est-ce que ça, c'est facile à respecter dans les faits? Alors, en fait, ça, c'est la loi, en tout cas, c'est le CCH, l'article R353-18, pour le dire précisément. Qui dit que la redevance finance une partie immobilière, y compris les frais généraux du gestionnaire, et une partie de charge. Mais en même temps, c'est très logique, pour le dire plus simplement, ça veut dire que finalement, les publics précaires qu'on loge en résidence sociale n'ont pas à payer pour leur propre accompagnement social. C'est quand même un peu la base. Donc, à partir de là, c'est vrai que chez nous, on a avec nos partenaires, Sandra rappelait bien que tout ça, c'est des dispositifs tout à fait partenariaux, on a mis en place une forme de schéma, et c'est la façon dont fonctionnent les résidences sociales à Paris, c'est-à-dire que quand on considère collectivement qu'il y a un besoin d'accompagnement social plus important des publics à l'intérieur des résidences sociales, il y a des mesures qui sont financées par le Fonds de solidarité logement, donc des mesures d'ASLL, et effectivement, alors dans le dispositif parisien, elles sont plutôt financées à des opérateurs tiers, donc on travaille par exemple avec Esperem, mais on travaille avec d'autres, le CASP, l'ANRS ou Solia, qui du coup bénéficient de ces financements pour venir réaliser un certain nombre de mesures d'accompagnement à l'intérieur de nos résidences sociales. Voilà. Et donc, je dirais qu'on respecte là pour le coup très strictement l'esprit et la lettre de la loi, en distinguant finalement les ménages qui bénéficient d'une prestation d'accompagnement social et ceux qui n'en bénéficient pas. Voilà. Alors après, même si ces enveloppes du FSL aujourd'hui sont importantes, chez nous, elles couvrent à peu près un peu plus de 800 mesures d'accompagnement sur les 2000 et quelques places en résidence sociale. Donc c'est pas du tout négligeable, c'est pas neutre, c'est des financements qui vont au-delà du million d'euros. Donc voilà, c'est important. Mais malgré tout, ce dispositif, il génère deux types finalement de logements au sein de notre parc. Il y a les logements qui bénéficient de la mesure d'accompagnement et ceux qui n'en bénéficient pas. Et donc, bien entendu, derrière, ça veut dire que les publics qu'on est susceptibles d'accueillir à l'intérieur des résidences sociales pourront avoir beaucoup plus de fragilité ou des fragilités souvent cumulatives quand on bénéficie de la capacité de les accompagner au titre de la SLL, et devront, je dirais, offrir un profil un tout petit peu plus autonome quand on ne bénéficie pas de la capacité de les accompagner. Ce qui veut dire qu'en fait, dans le dialogue avec les orienteurs, on parlait du SIAO, mais également les collectivités locales, l'Action Logement et d'autres, c'est sûr que quand on a des places qui n'ont pas cette capacité d'accompagnement,
effectivement, on va dire qu'on rehausse de fait un tout petit peu le seuil d'accès à la résidence sociale, et donc on demande des candidats qui ont un peu plus d'autonomie que ceux qu'on peut accueillir quand on est capable de les accompagner. Il y a le cas aussi des places de public de foyers de travailleurs migrants que vous créez pour du desserrement. Le desserment, c'est donc quand ces travailleurs migrants, il faut leur trouver des places parce qu'on réhabilite effectivement ces foyers ou on les transforme en résidence sociale. Est-ce que là, vous avez des financements pour l'accompagnement de ce public? Non, alors c'est à nouveau, on est dans le partenariat, mais c'est vrai que la logique qui a prévalu jusqu'à présent à Paris sur le territoire, c'est que les places qui étaient réalisées en résidence sociale pour contribuer au plan de traitement des foyers de travailleurs migrants étaient des places du fait qu'on y accueille un public issu des foyers et donc sans limite de durée de séjour, étaient des places qui ne bénéficiaient pas de ces dispositifs d'ASLL, ces dispositifs d'ASLL étant vus notamment comme une mesure d'accompagnement vers le logement social. Donc à partir de ce moment-là, je dirais qu'il y a quelque chose qui est un peu une occasion manquée jusqu'à présent, alors ça pourra évoluer dans le futur, mais finalement on a financé des produits immobiliers qui sont excessivement solvabilisateurs, puisque ces places réalisées dans le cadre du plan de traitement des foyers de travailleurs migrants, c'est principalement des T1, PLAI, donc on sait que c'est vraiment les logements qui solvabilisent le mieux les ménages les plus précaires. Or, par absence d'accompagnement, aujourd'hui, on ne peut pas utiliser pleinement ces places-là pour faire l'accueil des publics les plus précaires et les plus prioritaires pour les services de l'État. Pour le dire autrement, on maintient dans le dispositif d'hébergement à des coûts très largement supérieurs des ménages qui seraient bien mieux logés à l'intérieur des résidences sociales et pour un coût pour les finances publiques qui serait bien moindre. Ces mesures d'ASLL aujourd'hui, c'est des mesures qui sont financées aux associations qui les réalisent environ 1 700 € par an et par ménage suivi. Donc vous voyez bien le delta entre ce que coûterait un ménage au sein d'une résidence sociale, c'est-à-dire un peu d'APL plus cet accompagnement, par rapport à ce qui coûte aujourd'hui dans le dispositif d'hébergement. Et ça fait des années qu'on dit ça et qu'au niveau des services de l'État, personne n'est capable de réorienter un peu d'argent vers l'accompagnement en résidence sociale pour s'économiser des places dans un dispositif d'hébergement dont on sait qu'il est très onéreux. Oui, juste pour compléter ce qui vient d'être dit en ce qui concerne en fait la transformation des foyers de travailleurs migrants et surtout l'accompagnement donc des travailleurs migrants. Juste à rappeler l'appel à projet du ministère de l'Intérieur qui porte sur près de 8 millions d'euros par an et qui est vraiment dédié à ce public, notamment via l'accompagnement. Donc, certes, on a parlé de ces deux grandes sources de financement d'accompagnement. Il ne faut pas oublier non plus cet appel à projet qui existe dans le cadre de la transformation des foyers de travailleurs migrants. Il y a d'autres fonds, d'autres financements qui sont mobilisables pour l'accompagnement, Sandra? Oui, Bertrand, vous vouliez... Non, mais Sandra, allez-y, Sandra. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a des fonds européens? Alors, il y a en effet, il y a des fonds européens, il y a, comme je viens de le dire, cet appel à projet du ministère de l'Intérieur, il y a les ARS aussi, les conseils... Ah bon, les ARS aussi? Tout à fait, les conseils départementaux, et c'est pour ça, en fait, que je parle vraiment de territorialisation, et du fait que, alors c'est sûr, il faut prendre son bâton de pèlerin et aller frapper à toutes les portes, et ça prend du temps, et donc quelque part c'est de l'ETP, ça je suis tout à fait d'accord, mais en même temps on ne peut pas rester cloisonné, on va dire, dans ces murs en se disant... il y a des résidences sociales qui se fédèrent sur des territoires, ça existe ça? Alors, des résidences qui se fédèrent. Vous parlez de mutualisation, voilà, de mutualisation. Oui, on a, alors souvent au sein d'un même gestionnaire, hein, c'est-à-dire que voilà, tout à fait. Et puis on a aussi, par contre, des associations qui vont dans les résidences, donc des associations extérieures, qui vont dans les résidences pour faire de l'accompagnement social. Et là, du coup, on pourra éventuellement parler justement de la formation de ces travailleurs sociaux, parce que ça aussi, c'est important. C'est vrai que là, depuis tout à l'heure, on est passé à un autre chapitre. C'est-à-dire que le premier chapitre, c'était la gestion locative sociale. Là, on parle de l'accompagnement social, hein, qui n'est pas dû, entre guillemets, réglementairement au titre de la circulaire. Effectivement, il y a un certain nombre de mesures qu'on a citées, l'accompagnement social lié au logement, financé par le Fonds de solidarité au logement, mais également Action Logement. Finance pour des salariés en précarité, des mesures de diagnostic complémentaires, de mesures d'accompagnement aussi complémentaires. Donc on va chercher dans notre dimension accompagnement social effectivement ce type de mesures. On a également parce qu'on a beaucoup parlé du social, mais il y a aussi un enjeu extrêmement fort dans nos résidences, c'est la santé.
Et effectivement, Sonia évoquait l'agence régionale de santé qui a un rôle qui devrait pouvoir être confirmé et renforcé dans les années à venir. Aujourd'hui, dans notre coordination sociale, nous, on intègre une dose de coordination santé. Parce qu'on voit que les travailleurs sociaux, quand bien même ce sont des grands professionnels, ont du mal à rentrer en contact avec les professionnels de santé. Et parler d'égal à égal, ça débloque mais énormément de situations. Donc nos moyens sont très modestes. On est financé en partie par l'ARS et en partie par la DETS, la DDCS, maintenant la DETS, sur un 8e de poste de coordination santé pour 100 logements. Mais c'est le début de quelque chose et ça apporte un service, mais vraiment c'est une augmentation très forte du service, quoi. À un point où effectivement les équipes nous disent mais c'est vraiment une solution qu'il faudrait même pouvoir éventuellement, là je sors du cadre de la résidence sociale, envisager pour les pensions de famille. Avec un vieillissement, des personnes prématurées, voilà, avec des parcours de soins longs. Et donc, au-delà du social, il y a aussi la santé qui est vraiment très prégnante et qu'on intègre, mais très difficilement financièrement en tout cas. Oui, effectivement. Alors moi, je suis d'accord sur le fait qu'un coordinateur de santé, de parler de pair à pair, change énormément. Bon, voilà, quand vous n'êtes pas du secteur de la santé, quand vous n'êtes pas infirmier, c'est compliqué de rentrer en contact avec, d'avoir des informations ou du partenariat. C'est vrai qu'il y a... Bon, c'est comme ça. Oui, effectivement, sur la coordination de santé, il faut voir aussi qu'on parle de la santé, mais il y a aussi, dans la santé, il y a aussi le psychologique. On a des problèmes psychiatriques aussi qui sont, importants, hein, qu'on est en capacité d'accompagner, mais il faut étayer nos compétences pour pouvoir aller jusqu'au bout, c'est-à-dire les reloger. Parce qu'effectivement, ces populations, on n'abandonne pas le projet du relogement, du logement pérenne à la fin. Mais ça, c'est de la dentelle. Ce type d'accompagnement sont extrêmement riches en termes intellectuels, mais demandent un investissement énorme. C'est toujours pareil, pour qu'il y ait de l'impact, il faut de l'investissement. On ne peut pas faire simplement... voilà. Et là, c'est vrai que c'est une coordination large. Et pour revenir, effectivement, on est passé sur l'accompagnement social. Le gestionnaire, la GLS, ce qui finance aussi le gestionnaire locatif sur le site, participe aussi. Il voit des choses. Et sur l'accompagnement psy ou autre. On sent bien que c'est très poreux qu'il y a on peut pas, entre la gestion locative sociale et l'accompagnement. On ne peut pas siloter. Enfin, les missions sont très claires. Elles sont claires, mais après, effectivement, il y a un travail d'ingénierie pour pouvoir effectivement être le plus optimum possible dans l'orientation, dans la coordination. Et au niveau santé, la crise Covid a eu un effet de boost, on va dire, entre le lien responsable de résidence et l'ARS. Puisque c'est vrai que jusque-là, les résidences sociales passaient un petit peu sous les radars. Mais il y a eu un tel suivi au cours notamment de la première vague de la crise, que du coup, il y a des liens qui se sont créés entre les ARS et les responsables de résidence. Laurent, vous êtes en réflexion vous, sur d'autres schémas pour l'accompagnement ? Alors c'est vrai que nous aujourd'hui on trouve que cet accompagnement de type ASLL il est vraiment extrêmement favorable à l'accueil des publics les plus précaires à l'intérieur des résidences sociales et donc à l'optimisation de notre utilité sociale. Je le disais, il y a toute une partie de notre parc qui ne bénéficie pas de ces mesures et donc on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait essayer d'améliorer les choses. Alors je sais que ça c'est un sujet pas consensuel au sein de l'UNAFO et on a eu des débats en conseil d'administration là-dessus, mais c'est vrai que entre rien du tout et une situation pas optimale, finalement je préfère qu'on maximise notre utilité sociale. Donc nous on aimerait qu'une partie de notre parc, sans doute au départ sous forme de tests et sur des petites unités parce qu'on ne veut pas se lancer dans des choses tout de suite trop importantes, mais qu'on utilise vraiment ce parc extrêmement solvabilisateur pour pouvoir accueillir des ménages qui poursuivraient en fait leur accompagnement social avec les structures qui les suivent précédemment. Voilà. Donc on a fait une première expérience avec une association à ce titre-là, qui est une association qui organisait des colocations entre personnes sans domicile et personnes avec domicile. Et donc voilà, pour que finalement les personnes rentrent à l'intérieur des résidences
résidence sociale continuent à être suivis par l'association et puissent à ce titre-là poursuivre leur parcours et un jour accéder au logement pérenne. Alors, ça a donné quoi ? Alors, ça a donné en tout cas une très bonne intégration de ces ménages à l'intérieur de la résidence sociale. Oui. C'est-à-dire que déjà, voilà, on se rend compte que finalement, la poursuite de cet accompagnement a permis de rendre les choses fluides à l'intérieur de la résidence sociale. Par contre, pour l'instant, on n'a pas encore passé le cap à ce que ces ménages puissent accéder au logement pérenne. C'est-à-dire que voilà, ils ont réussi à être accompagnés pour une bonne intégration à l'intérieur de la résidence sociale, mais je dirais qu'on n'a pas encore finalisé le projet définitif qui est que ces ménages rentrent à un moment dans le logement pérenne. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que même si on ouvre nos portes, je dirais, à des personnes qui vont continuer, à des structures qui vont continuer à suivre les ménages à l'intérieur de nos résidences, aujourd'hui, quand on a de la SLL, on a une structure extérieure qui vient réaliser ces accompagnements. Ça nécessite chez nous de la coordination. C'est-à-dire c'est des réunions mensuelles, c'est un point trimestriel sur les blocages, c'est un suivi très précis des indicateurs locatifs, des impayés. C'est quand même déjà beaucoup de coordination. Quand on a une structure qui intervient, si demain on en a 3, 4, 5 différentes qui interviennent à l'intérieur des résidences, cette notion de coordination des interventions sera encore beaucoup plus forte. À chaque fois, elle sera multipliée par 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, à nouveau, aujourd'hui, même si on peut ouvrir nos portes sur des projets comme cela, ça nécessitera de toute façon un financement du gestionnaire pour cette mission de coordination, à nouveau, dont il serait totalement illégitime qu'elle repose sur le financement par la redevance des résidents. Donc, tous ces dispositifs-là, je dirais, même si on arrivait à faire plus ouvert qu'aujourd'hui, ça nécessitera de toute façon un renforcement des moyens qui sont attribués aux résidences sociales pour assurer cette coordination. Pourquoi ça tique à l'UNAFO sur ce que vient d'expliquer Laurent Bertrand ? Bah, enfin, on avance en fait. Donc, non. Enfin, moi, je peux un peu résumer les débats. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a toujours eu cette tradition que l'accompagnement social ne soit pas réalisé par nos propres équipes, mais par des équipes d'associations partenaires qui sont toutes des associations d'ailleurs qui sont pour la plupart adhérentes à l'UNAFO et pour la totalité d'entre elles adhérentes aux ALI. C'est pas pour rien, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont spécialisés dans l'insertion par logement. Pour autant, moi je comprends tout à fait le projet d'un certain nombre de nos collègues qui considèrent que cet accompagnement doit être réalisé en propre par les équipes du gestionnaire et que c'est de cette façon-là qu'on est le plus efficace dans la coordination entre justement cette mission de gestion locative sociale et cette mission d'accompagnement social. Voilà, nous historiquement c'est pas le parti qu'on a pris, mais c'est sûr que dans cette postulat-là, c'est compliqué d'imaginer que des travailleurs sociaux tiers viennent intervenir à l'intérieur des résidences, là où il y a déjà d'autres travailleurs sociaux internes qui peuvent être amenés à intervenir. Oui, bon, c'est clairement un choix associatif. Oui, exactement. Bon, mais ce choix associatif ne doit pas troubler, entre guillemets, la règle du jeu entre ce qui relève de la gestion locative sociale, une fois de plus, et de l'accompagnement social. À partir du moment où on a compris simplement que le métier de gestionnaire locatif social était borné et qu'à côté de ça, il y avait besoin d'ouvrir vers le droit commun l'accompagnement social, que cet accompagnement social soit fait par des sociétés, des prestataires extérieurs ou en interne avec des moyens dédiés qui ne sont pas de la gestion locative sociale, ça appartient en fait au choix de chacun. Ça, c'est clair. Par contre, c'est important, effectivement, c'est bien analyser les choses. Parce que si on mutualise tout, on ne comprend plus rien. Et donc, à un moment donné, voilà, ce que l'on souhaite vraiment à l'UNAFO, c'est de bien repartir de ce que l'on doit faire réglementairement. Qu'est-ce qu'une résidence sociale? Qu'est-ce qu'on doit y faire en tant que gestionnaire? C'est clair, la circulaire le prévoit. On voit une montée en charge des problématiques. Donc, on dit qu'aujourd'hui, cette coordination sociale, cette gestion locative sociale n'est plus suffisante. Et à côté de ça, effectivement, accompagnement social, c'est extrêmement important. Avec quand même un constat depuis ces dernières années, et en particulier ces derniers mois, et malheureusement je n'ai pas la réponse à cette question, qui est de dire pourquoi se fait-il qu'on trouve de plus en plus de difficultés à trouver des référents sociaux extérieurs. Ça devient vraiment aujourd'hui très prégnant. Moi, les équipes me le remontent quasiment toutes les semaines en disant mais autant auparavant on arrive à trouver des relais extérieurs, et ça fonctionnait, donc comme le prévoyait la circulaire de 2013, la résidence sociale n'internalise pas le travail social, on l'externalise. Sauf qu'aujourd'hui, de plus en plus de liens avec les référents sociaux tombent. Peut-être que c'est par manque de moyens des mesures d'accompagnement social, peut-être. Peut-être qu'il y a une tension sur les opérateurs de la référence sociale extérieure, mais en tout cas, nous, on subit ce phénomène-là. Alors,
la tentation, et on est très vigilant à ça, la tentation serait de dire on va le faire à la place d'eux. Sauf que, une fois de plus, il faut qu'on se repose la question de qui doit faire quoi et avec quels moyens. Régis, alors, une des pistes, effectivement, du manque de référents, c'est aussi le manque de personnel. Hein. Hier, il y a eu une manifestation, une mobilisation du secteur par rapport à la rémunération et d'autres soucis. Mais effectivement, une des problématiques, c'est qu'il y a des postes non pourvus parce qu'il n'y a pas de candidats. Et donc, effectivement, sur des métiers tels que l'accompagnement vers dans le logement ou plus largement le logement accompagné, ce qui commence à être un secteur connu, mais pas forcément le traditionnel, qui est l'hébergement ou autre, c'est vrai qu'on peut connaître des pénuries. Et je ne parle pas forcément là de ma place d'opérateur, de gestionnaire, mais du secteur complet, dont le droit commun. Là, effectivement, je pense qu'en fait, c'est assez symptomatique. Les files actives grandissent, donc parce que par manque ou parce qu'il y a plus de besoins, mais on a moyen constant, ou peut-être à moyen constant, mais on n'a pas les personnes pour ces moyens. Et donc, effectivement, la qualité du lien avec le droit commun ou l'extérieur, ou le territoire, oui, se délite, pas par manque de volonté ou pas par guerre de chapelle ou autre, mais je pense vraiment parce que aussi il y a moins de personnes sur le terrain, moins de personnes, moins d'accompagnement. Oui, et moins de travailleurs sociaux. Alors après, je ne pense pas que ce soit uniquement un problème de moyens, mais peut-être d'attractivité de ce type de métier, de formation aussi, et puis de déroulé de carrière. Et donc je pense que c'est un domaine vraiment à part entière qu'il faudrait retravailler et mettre sur la table. Et enfin, là-dessus, moi je tiens à dire que pour le coup, on a dans nos équipes assez souvent des gens qui ont commencé par le travail social et qui ensuite rentrent dans les filières d'encadrement et dans les filières de gestion. Donc je pense qu'une des attractivités de notre secteur, pour le coup, dans ce domaine-là, c'est qu'effectivement, on offre une capacité de progression de carrière, et y compris en embrassant des thèmes plus larges. Alors, nous, on aime beaucoup ces profils de directeurs de résidence qui sont passés initialement par le travail social, notamment, justement, dans leur capacité à pouvoir coordonner l'action des partenaires et à pouvoir travailler d'une manière très fine avec les ressources disponibles sur les territoires. C'est pas la seule filière, mais en tout cas, je trouve que ça donne peut-être au secteur du logement accompagné une forme d'avantage concurrentiel par rapport à d'autres dans le recrutement de ces travailleurs sociaux. Et là, du coup, il y a tout un travail de communication qu'il faudrait faire, notamment en lien avec les écoles de travailleurs sociaux. Alors, ça pourrait être l'objet d'une autre table ronde, mais effectivement, je pense que il nous reste 10 minutes. Je pense qu'autour de la table, il y a un certain nombre d'adhérents de l'UNAFO qui s'impliquent d'ailleurs dans le parcours de formation et dans les écoles, et on pourrait illustrer ça avec des modules qui sont d'ailleurs faits hors les murs des écoles dans nos résidences. C'est ça, de visite et de partage d'expérience. On a compris qu'il y avait bien le droit commun, mais il y avait la possibilité aussi d'aller chercher d'autres financements pour des projets très spécifiques. Je voudrais juste que vous nous parliez de 2 programmes que vous avez mis en place, Bertrand, pour les jeunes et pour les personnes âgées. Racontez-nous en 2-3 minutes. Oui, c'était vraiment pour illustrer que dans la résidence sociale, nous faisons de la gestion locative sociale. Il y a de l'accompagnement social, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, mais avec des ressources dédiées. Et nous pouvons aussi, au sein des résidences sociales, avoir des projets spécifiques, mais avec des financements spécifiques. Et là, effectivement, lors de la préparation de cette table ronde, on évoquait qu'au sein d'une résidence sociale à Lille, 200 logements de résidence sociale, nous avons effectivement une activité très essentielle de résidence de logement temporaire, de logement tremplin. Et puis nous avons effectivement une partie de bâtiment qui est dédiée au vieillissement des personnes des personnes âgées précaires, avec une expérimentation avec le département et la CARSAT sur la mutualisation de l'aide à domicile, ce qu'on appelle un espace de vie adapté, donc c'est une vingtaine de logements. Et dans une autre partie de bâtiment, on a commencé à partir du mois de septembre de cette année à avoir une expérimentation là, avec le département du Nord sur un accompagnement entre guillemets coup de poing
pour loger des jeunes majeurs sortant de l'aide sociale à l'enfance, déstructurés, bien souvent dans la rue ou chez des tiers, pour, sur une durée de 8 mois, avoir un accompagnement renforcé en s'appuyant sur le levier du logement et sur le levier de l'insertion par l'activité. Et donc on a une équipe qui est dédiée sur ce projet expérimental. On a des comités techniques tous les mois, des comités de pilotage tous les 3 mois. Ça vient de commencer. On a eu un premier comité qui tient toutes ces promesses. Voilà. Donc ça n'empêche pas effectivement, et ça c'est aussi le propre de beaucoup d'adhérents de l'UNAFO, d'être toujours proactifs en se disant mais comment on peut aussi répondre dans notre vocation d'utilité sociale aux besoins de la société. Et puis sur les personnes âgées ? Personnes âgées, je l'ai évoqué, donc l'espace de vie adapté, une vingtaine de personnes avec la mutualisation de l'aide à domicile. Sandra. Oui, et du coup, tout l'intérêt, c'est de voir toutes ces bonnes pratiques. Alors, ce sont des bonnes pratiques parfois qu'on peut dupliquer et parfois non, parce que le territoire, je ne vais pas dire n'est pas adapté, mais en tout cas, les besoins ne sont pas les mêmes. Et lorsque nous avons fait nos groupes de travail, nous avons vraiment insisté sur ce partage de bonnes pratiques qui permet à chacun de prendre des idées et de se dire, tiens, peut-être que je pourrais faire ça chez moi ou pas. On est vraiment dans un domaine mouvant, flexible, souple, un peu comme la résidence sociale finalement. Vos questions maintenant. Alors on nous demande, on parle depuis le début de la GLS, mais quelles autres sources ou pistes de financement pour répondre aux besoins d'accompagnement des résidents? On en a parlé tout à l'heure, vous en avez cité quelques-unes. Vous pouvez juste les rappeler pour ceux qui nous Oui, alors en fait, il y a évidemment des fonds, alors les fonds européens, voilà, les fonds nationaux comme de répondre aux appels à projets comme celui du programme 104 par exemple. Nous avons ensuite en descendant au niveau du territoire des fonds qui peuvent être demandés dans les conseils départementaux. Voilà, l'ARS au niveau régional. On a aussi les CNAF. Alors, les communes et métropoles, un petit peu moins, mais sont souvent, en tout cas, là pour... Non, Liberton. Si, mais c'est très très variable d'un secteur à l'autre. Voilà, et elles sont souvent en soutien, en tout cas, lorsqu'il y a des demandes de prêt. Action Logement, on l'a cité aussi, quand même, effectivement, et de plus en plus d'ailleurs. Après, est-ce que ces financements sont pérennes aussi? C'est surtout cette question-là, parce qu'on ne peut pas se permettre d'ouvrir une RS en cherchant d'autres financements si le financement il tombe, il s'arrête au bout de 3 ans, tel le FSE ou autre. Quoi. Et là, du coup, j'ai bien entendu votre attente sur la pluriannualité. Voilà. Sauf que... C'est bon, on y arrive. La pluriannualité, c'est vrai que ça donne beaucoup plus de lisibilité. Ça, je suis tout à fait d'accord. Après, la pluriannualité s'accompagne souvent d'objectifs. Et donc, il faut se définir, il faut se mettre d'accord sur la définition de ces objectifs. Vous nous manquez juste des précisions sur les financements de l'ARS. C'est quoi précisément, en fait, ces financements? Alors, les financements de l'ARS, généralement, sont cantonnés au domaine de la santé, souvent liés au vieillissement, mais aussi toutes les actions d'accompagnement, que ce soit sur le diabète ou autre. En fait, c'est surtout des accompagnements des collectifs. La prévention aussi, l'action de prévention. Vous en bénéficiez les uns? Oui, en partie, ce que j'évoquais pour la coordination santé, on bénéficie en partie de C'est pas neutre en termes de montant? Non, c'est pas neutre, puisque ça nous a permis de mettre en place ce service-là, mais ça reste très modeste, je le redis, c'est un 8e de poste pour son logement. La difficulté, alors, il y a quelqu'un qui a rebondi sur les référents sociaux justement en disant la difficulté rencontrée de trouver des référents sociaux externes est une réalité. Il nous est souvent renvoyé, vous avez un travailleur social sur place, ceci est dû à un manque de clarté des missions de la gestion locative sociale et le manque de moyens des travailleurs sociaux externes. Voilà, ça confirme, et d'où justement, et je pense qu'on a largement insisté ce matin, mais en mettant bien effectivement le distinguo entre ce qui relève de la gestion locative sociale, c'est tout à fait clair, c'est réglementaire, et ce qui relève de l'accompagnement. Bénédicte Ferrantin nous dit « J'ai été surprise en arrivant dans le réseau UNAGE de constater la différence entre les aides systématiques et globales des pensions de famille et celles très variables et aléatoires en foyer de jeunes travailleurs, alors que la précarité des jeunes est croissante. Compter sur une part aussi importante d'autofinancement de l'action socio-éducative met en danger le projet des foyers de jeunes travailleurs. » Oui, Laurent. Là-dessus, nous, de la même manière que je l'expliquais sur la SLL, quand on a ouvert nos premiers FJT, on a effectivement considéré que c'est le même dispositif qui s'applique. Et je voudrais dire qu'il faut faire attention au montage, parce que là, pour le coup, c'est souvent les services de l'État qui sont poussés au crime et qui demandent aux gestionnaires de ne pas respecter leur propre réglementation. Mais clairement, dans un compte d'exploitation gestionnaire
d'une résidence FJT, par exemple, les postes dédiés à l'accompagnement socio-éducatif, à nouveau, ne doivent pas être financés par la redevance des résidents. Et donc, il y a la prestation socio-éducative de la CAF, dont on sait très bien qu'elle ne fait pas la totalité. Et donc, nous, quand on a fait le montage de ces postes, il y a une subvention de la ville, en tant que collectivité locale, au titre de sa politique jeunesse, et les financements qu'on peut obtenir dans le cadre du suivi des jeunes en contrat jeune majeur. Et c'est la totalité de ces 3 financements qui vient financer les postes de chargé de vie résidentielle à l'intérieur des FJT. Et on se tient strictement au fait qu'on doit être tout à fait équilibré sur ce financement. D'où Emmanuel Maître qui dit « La GLS doit être revalorisée financièrement, mais une clarification de ce qu'est la GLS, elle est trop souvent confondue avec un accompagnement social, même par les financeurs. » C'est la conclusion. Alors on nous demande, une résidence sociale peut-elle exiger auprès du département dans lequel elle est implantée le versement du montant de la GLS, auquel elle a droit? Je pense qu'il y a une petite confusion, parce que vous avez dit département pour dire service... C'est l'État, département, c'est l'État, mais au niveau départemental. C'est pas le conseil général, c'est pas le conseil départemental, c'est pas le conseil départemental. C'est au niveau départemental que ça... Exactement. Très bien. Reporting auprès de la CAF, reporting auprès du préfet, reporting auprès du maire, du département. Une harmonisation globale pourrait-elle être réfléchie pour la production d'un seul bilan pour l'ensemble des demandeurs? On a parlé évidemment tout à l'heure. Ça nous passionne en ce moment. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour à peu près de l'ensemble des questions. Je regarde si d'autres sont arrivés entre-temps. Je confirme la difficulté du recrutement de travailleurs ou d'intervenants sociaux. Oui, pour revaloriser les fonctions financièrement, mais comment faire quand l'IRL, c'est l'indice de révision des loyers, permet 0,42% d'augmentation des redevances en 2022, et que pour les FJT, par exemple, la revalorisation des grilles de salaire augmente chaque année, ou presque, sans compter l'augmentation des charges fixes, énergie, maintenance, réparation. C'est le fameux effet ciseau. Là, on parle des moyens économiques pour accompagner la gestion locative sociale et l'accompagnement social, mais plus largement, effectivement, ça renvoie à la question de la solvabilisation de notre métier de gestionnaire de résidence sociale, où on est dans un effet de ciseau qui est mortel, avec un poison lent, qui est qu'effectivement, nos produits évoluent beaucoup moins vite que nos charges. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il y a 10 ans, c'était une préoccupation, il y a 5 ans, c'était une difficulté, et aujourd'hui, très clairement et très sincèrement, ça devient problématique dans notre modèle économique. Merci beaucoup à tous les 4. D'avoir participé à cette table ronde. J'espère qu'on a éclairé certains sujets. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je vous rappelle également donc, les 12 propositions de l'UNAFO, ce qu'on appelle le plaidoyer, c'est ça? Vous voulez faire l'article, Bertrand? Non, écoutez, c'est une très bonne lecture. Ça n'est que 12 points. Donc, 12 points autour de 4 axes. Voilà, et des choses que des choses essentielles. Donc, Très bien. Merci Sandra, merci Laurent, merci Régis et merci Bertrand. Merci à vous de nous avoir suivis. D'autres ateliers ou conférences dans un instant. Pour ma part, je vous retrouve tout à l'heure à 11h30 pour parler de l'accompagnement dans la rénovation énergétique, la transition énergétique des gestionnaires. À tout à l'heure. Merci. Merci.